salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un book haul qui sera donc assez important puisque je n'en ai pas tourné depuis un certain temps. Et malheureusement j'ai mal choisi mon horaire puisqu'il est 17h45, il pleut depuis 2 jours. Et voilà, c'est la sortie du travail, donc vous risquez d'entendre en fond le bruit des véhicules qui passent sous la fenêtre. Mais ça devrait aller. Plutôt que de commencer sur une note négative, on va essayer d'embrayer un petit peu plus vite et de prendre les choses positivement. Je précise, parce que je me sens le devoir de le faire, qu'il est possible que la lumière change, puisque je vais peut-être devoir allumer une lumière. Ce ne sera pas très agréable et je m'en excuse. Il va falloir que j'aménage un petit peu les éclairages lorsque j'aurai reçu les nouvelles bibliothèques afin de pouvoir filmer autrement qu'avec la lumière naturelle, parce que mine de rien c'est hyper contraignant. D'autant que je travaille la journée, donc je ne peux pas forcément filmer. Là on est mercredi après-midi, mais j'ai pris un petit peu de temps pour moi, un petit peu de temps pour la préparation des cours, et il est déjà quasi 18h. Bref, j'arrête de me justifier et je commence tout de suite. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de mangas à vous présenter. Je vais commencer par tout ce qui est service presse comme je le fais d'habitude, ensuite je passerai sur tout ce qui est graphique et enfin je terminerai par mes achats essais, romans, et là aussi il y en a quand même pas mal. Dans mes services presse, je vais tricher un petit peu, je vais rajouter un ouvrage, vous allez comprendre pourquoi je l'ajoute dans cette catégorie là, mais comme ça il est présenté en premier. Et voilà, je commence tout de suite. Maintenant que j'ai tout devant moi, je me rends compte que c'est assez impressionnant, surtout au niveau des mangas, donc je vais essayer de passer rapidement et je suis désolée de vous prendre autant de temps, j'espère que ce moment sera agréable. Je commence tout d'abord avec un ouvrage qui m'a été envoyé de la part des éditions Casterman, qui est donc Hanté, dans la collection Hanté, donc Le loup parmi nous de Jérémy Bem, qui est donc comme ceci. Vous avez peut-être déjà vu passer ces collections là, je vous ai déjà présenté 2 titres il y a quelques années maintenant sur YouTube ou Instagram, je ne sais plus. Ce sont des petits récits qui s'adressent majoritairement et bien plus à un public jeunesse, adolescent, mais de façon générale je trouve que c'est assez divertissant, et surtout ce sont des livres que je mets en classe puisque les romans horrifiques ont un certain succès, donc c'est top, ça va enrichir la bibliothèque. Ici on suit Alison qui est dépitée. À quoi bon passer des vacances à la montagne avec ses meilleurs amis si c'est pour se retrouver piégée au chalet par une tempête de neige sans réseau ni électricité? Pour tuer le temps, la solution semble toute trouvée, une partie de loup-garou. Mais Alison est loin d'imaginer que parmi eux se cache un vrai monstre assoiffé de sang et que la chasse a déjà commencé. Voilà. Mon scénario somme toute assez classique pour les amateurs du genre horrifique, mais je pense que ce sera efficace. Je poursuis avec, alors je garde les réceptions manga pour la fin, je vais faire d'abord les romans et les essais. De la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu Comment écrire de Pierre Azouline, qui fait donc partie de l'Académie Goncourt, mais surtout qui réunit ici tous les conseils, toutes les techniques, toutes les habitudes, tous les secrets des écrivains français et étrangers pour l'écriture. Donc on va retrouver notamment beaucoup Stephen King, Murakami, Duras, donc des personnes qui, on le sait, ont écrit des ouvrages concrets sur la littérature et la production de littérature. On va aussi retrouver par exemple, je pense à Rilke, qui a pour le coup donc avec les lettres à un jeune poète et un recueil entier finalement dédié à des recommandations pour produire de la littérature. Il y a aussi Virginia Woolf, bref tout un tas d'auteurs très connus ou un petit peu moins qui vont donc qui donnent des conseils et qui expliquent de toute façon leur procédé d'écriture. Alors vous avez des pages comme ceci qui sont donc les brouillons des auteurs, mais vous avez aussi des photos des artistes donc en plein travail. C'est assez intéressant aussi de voir l'évolution puisqu'on a des auteurs donc tout aussi bien du 19e que ici on a Oscar Wilde par exemple, donc du 19e ou du 21e, on a un petit peu de tout, voilà, Zola. Bref, donc ça a l'air passionnant. Alors la forme est assez surprenante, voilà, je vous laisse voir, ça se présente je trouve un petit peu plus comme un manuel scolaire, avec ce choix qui est assez surprenant mais que je trouve intéressant, d'avoir une police d'écriture dans les tons un petit peu marronnés, et donc avec la reprise des photos qui ressemblent un petit peu à des reprises sépia. C'est intéressant dans le sens où voilà, ça marginalise un petit peu l'ouvrage
Et j'étais très intéressée par le sujet, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Toujours de la part des éditions Albin Michel. Alors je ne trouve pas le livre, j'ai dû le ranger quelque part, j'en ai terminé la lecture, je vous en ai parlé dans un vlog qui je pense sortira après ce book haul. Il s'agit donc de Pour les générations futures de Simone Weil. Alors là je vous montre le petit carnet que j'ai reçu donc de la part des éditions Albin Michel avec l'ouvrage. J'en ai donc déjà fait la lecture, c'est un titre que je trouve très important mais qui est extrêmement bref, puisqu'ici on va suivre donc un discours adressé aux élèves de l'école normale supérieure par Simone Weil et qui va donc parler de la Shoah, de son impact. Donc on est combien de temps après? Je crois que c'est en 2005 qu'a lieu le discours si je m'en rappelle bien. Donc on est quand même une paire d'années après donc la déportation de Simone Weil et son expérience dans le camp de concentration d'Auschwitz. Mais donc déjà d'une part elle vient témoigner, mais elle vient aussi exposer, expliquer, questionner l'impact politique, géopolitique et moral qu'a pu avoir la Shoah donc sur l'homme, mais aussi sur la façon dont l'héritage finalement de ce drame va pouvoir être conçu à l'avenir par les différents pays. Donc on a par exemple toute une partie où elle nous parle de l'Allemagne, de comment peut-être la jeunesse allemande des années à venir se détachera finalement de ce devoir de mémoire envers majoritairement donc les juifs, mais elle parle aussi des tziganes, elle parle aussi de toutes les communautés qui ont été exterminées pendant la Shoah. Et donc voilà, il y a toutes ces expositions, on a vraiment je dirais toute l'intelligence, toute la culture de Simone Weil qui est déployée dans ce discours, mais ça reste extrêmement bref. Donc si vous êtes curieux de la lire, franchement, l'ouvrage est très qualitatif, très intéressant, on apprend énormément de choses. Sachez cependant que la partie qui concerne la prise de parole de Simone Weil représente un tiers de l'ouvrage. Avant cela, on a une espèce de petite entrée en matière. Après, on a, mais alors vraiment très bref. Ensuite, on a la prise de parole donc d'un des membres de l'école normale supérieure. Et enfin, on a donc les notes, c'est-à-dire toutes les références historiques auxquelles Simone Weil fait référence, qui sont exposées. Donc ça c'est très bien parce que ça fait travail de recherche, je trouve que ça fait assez sérieux. Donc c'est intéressant, mais ne vous attendez pas à seulement lire Simone Weil, ce ne sera pas le cas. Je passe à des registres assez différents puisque j'ai reçu donc 3 titres de la part des éditions Sarbacane. Donc dans la collection X-Prime, j'ai tout d'abord reçu La dernière fois qu'on s'est aimé de Marie Boulic. Donc Charlie est assis dans le bus, plongé dans son livre, et quand elle lève les yeux, elle tressaille, c'est lui. Raphaël est debout, énervé dans ses pensées. Quand enfin il la remarque, son cœur fait un salto, on dirait un coup de foudre. Le hic, ce n'est pas la première fois que ça leur arrive. Charlie et Raphaël se sont déjà aimés par le passé, intensément, passionnément, et ça s'est mal terminé. Mais pourquoi? Voilà. La question ça va être, est-ce qu'ils vont réessayer quelque chose? C'est un roman adolescent, donc après les enjeux sont... Je ne dis pas qu'ils sont... Je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Je suis curieuse de découvrir les enjeux. Voilà, je ne vais pas plus m'avancer puisque je ne connais pas les enjeux actuellement. Ensuite, Les petites sorcières mode champignon. Il s'agit donc d'un second tome. Je vous avais déjà parlé, je crois que c'était de Violette, si je me souviens bien. Donc une autre petite sorcière qui était toute mignonne. On avait des petites illustrations comme ceci. Donc c'est dans la collection Pocus, qui est la collection très très jeunesse, donc premier roman de chez Sarbacane. Et vraiment, je suis très agréablement surprise par cette collection. Je trouve que de façon générale, les éditions Sarbacane font un travail intéressant et qualitatif, même si j'ai été très déçue, vous le verrez donc dans le vlog qui arrive, par Reine de l'Ouest, je crois que c'était. Donc ce roman à choix multiples, cette espèce de réappropriation des livres dont vous êtes le héros. La plupart du temps, j'ai à minima une bonne surprise, et voilà, et dans les meilleurs des cas, des coups de cœur. Je pense à Axel Sandre, je pense au livre de Joanne Richoux. Voilà, il y a beaucoup de titres quand même qui m'ont marqué chez les éditions Sarbacane. D'ailleurs, vous le voyez peut-être derrière, rares sont les livres que je conserve en young adult, mais vous avez tous les titres de Joanne Richoux, deux titres d'Elodie Chan que j'aime beaucoup aussi, et les titres d'Axel Sandre, voilà, forcément. Je suis désolée, j'étais pas orientée vers le micro, je sais qu'il ne capte pas le son quand je suis retournée.
Je vais éviter de le faire. Le dernier, donc, c'est Un bout du monde de Célia Garino, donc toujours chez Sarbacane dans la collection X-Prime. Donc là, on suit Kelvin qui a 15 ans, qui déteste sa vie et le reste. C'est avec 3 t-shirts dans son sac à dos qu'il part du dernier foyer où il vivait. Lui qui ne voulait qu'une chose, qu'on l'oublie et qu'on lui fiche la paix, le voilà servi. Donc... Dans mes souvenirs, au niveau du communiqué de presse, on nous parlait donc d'un jeune homme qui va de foyer en foyer, qui finit par arriver dans une maison au bout du monde, entre guillemets, enfin en tout cas vraiment paumé, et qui va apprendre à vivre différemment puisqu'il va tisser des liens assez différents de ceux qu'il avait pu tisser jusque-là avec la famille qui le reçoit. Voilà, donc ce sera... J'aime bien en général ces récits-là, ces espèces de tranches de vie, mais qui sont assez... qui sont traitées de façon très positive malgré la gravité des sujets. Ensuite, Bye Bye Dubaï de Muriel Zurcher. Et je ne me rappelle absolument pas pour quelle raison j'ai été curieuse de recevoir ce roman, je vous avoue. Parce que donc c'est un roman young adulte, mais Bye Bye Dubaï, ça ne me parle pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, alors on va regarder ensemble la thématique. La popularité de Léonie tient en 3 syllabes le Tatara. Avec cette petite chaîne, elle fait craquer tous les abonnés de son compte Taktam. Sa célébrité l'a conduite à Dubaï, aux côtés d'influenceurs aussi ambitieux qu'elle. Devant la caméra, Léonie respire le bonheur et la gloire, mais la réalité est bien différente. Son agente est obsédée par les chiffres et sa vie de rêve est rythmée par les mises en scène. Alors quand Tatara déclare une allergie aux teintures et que Léonie se retrouve en concurrence avec les autres talents de son agence, tout s'effondre. Voilà. Ouais, en fait, je sais pourquoi je l'ai demandé. Je pense que c'était pour le côté impact des réseaux sociaux et duplicité, création d'une duplicité, d'une deuxième personnalité quand on est trop affiché et qu'on devient un personnage public. Je pense que c'est cette dimension-là dont j'étais curieuse, surtout traitée en young adulte. Je pense que c'est cool, et là aussi, s'il est sympa, il rejoindra les ouvrages de ma classe. Ensuite, je termine avec alors le dernier roman, réception entre guillemets. Alors c'est pas une réception à proprement parler, c'est le livre de mon meilleur ami. Donc Le Cancre philosophe de Florian Creusin. Il s'agit de son premier livre qui a été donc édité par la maison d'édition La Mouette de Minerve, que je ne connaissais pas jusque-là. Et ma foi, je suis assez surprise de la qualité éditoriale parce que je trouve que voilà, le papier est assez épais, on a quand même des marges qui sont assez larges, on a un espacement entre les lignes qui est confortable. Donc je suis très très contente déjà de la qualité d'impression de l'ouvrage parce que c'est un sujet dont on a beaucoup discuté et où on s'est posé beaucoup de questions et où Florian a eu du mal à choisir la couverture, à choisir la police d'écriture de son titre, la couleur d'écriture de son titre. Bref, finalement, il a opté pour quelque chose de très épuré mais que je trouve tout à fait adapté au roman en question, puisqu'ici on va être dans quelque chose, je dirais... Alors après il y a beaucoup de choses et je pense qu'il va m'en vouloir parce qu'il va regarder cette vidéo, donc je vais essayer d'être tout à la fois concise et précise dans ce que je vais pouvoir dire. C'est un mélange d'humour noir, de philosophie, de roman un petit peu rocambolesque, il y a tout un tas d'éléments. Je pense que c'est un petit peu inclassable, c'est une sorte d'ovni. Personnellement, j'ai lu plusieurs versions puisque Florian a commencé à écrire ce livre quand on était à la fac, enfin ce livre à l'époque, l'esquisse de ce livre quand on était à la fac, et c'est vrai que voilà, j'ai lu de multiples versions. Je n'ai pas encore relu la version définitive qui est donc parue, me semble-t-il, le 1er septembre. Je suis très curieuse de le faire, je sais qu'il y a des choses qui ont dû être modifiées bien évidemment puisque lorsqu'on publie en maison d'édition, il y a des concessions qu'il faut faire, parfois pour du bon aussi, pour des choses qu'on vit bien plus positivement. Et moi je connais tout le travail qu'il y a sur ce texte, je connais ce texte, je connais aussi l'intelligence de son auteur, je connais la force, la capacité d'expression, la justesse de ses propos, mais aussi la confusion dont il peut faire preuve parfois, volontairement ou pas, mais qui est très intéressante dans le cheminement des idées. Et pour toutes ces raisons, je suis très très contente de voir qu'il a été édité. Je suis contente et je suis fière de lui aussi d'être allée au bout de ce travail. J'ai hâte de relire cette histoire, de la redécouvrir finalement sous sa forme définitive et éditée, puisque voilà, j'ai vraiment suivi tout le processus et que je sais à quel point c'était important pour lui et je sais à quel point on a pu en discuter pendant des heures et des heures et je suis très contente et très fière de lui. Voilà, donc au moins, puis en plus je sais qu'il passera par là, sache que vraiment je trouve que c'est super le travail que tu as réussi à faire.
Je termine rapidement donc les services presse avec les mangas comme je vous le disais, mais je ne vais pas m'étendre du tout puisque j'ai reçu des suites de saga de la part des éditions Glénat, donc le tome 4 de Mister Malo Blue dont je vous avais déjà parlé, qui parle de deux protagonistes qui vont échanger leur vie, donc une jeune fille qui souffre de harcèlement scolaire et un jeune homme qui souffrait de harcèlement scolaire et qui se retrouve enfermé chez lui et qui souffre d'anxiété. Donc ils vont échanger leur vie, ce qui va donner des situations assez particulières. Ensuite, L'amour est dans le thé, qui est un shoujo, je dirais, beaucoup plus classique. Alors, c'est pas un shoujo, ce serait plus un josei, s'il fallait que je le classe dans quelque chose, parce qu'on a des protagonistes qui sont à l'âge adulte, qui se retrouvent voilà, dans des situations assez complexes et qui ne savent pas vraiment vers quoi s'orienter, qui ont vécu des choses déjà dramatiques, voilà, qui n'arrivent pas à s'ancrer dans leur vie d'adulte, je dirais. Voilà, mais ça reste orienté très romance, et en plus il y a cette fameuse, je n'aime pas le mot, mais trope de mariage arrangé. Donc voilà, bon, si vous n'aimez pas trop ça, ça va pas vous plaire parce que c'est assez simplé, mais en même temps voilà, c'est divertissant, et surtout je trouve que le travail j'aime beaucoup en fait, c'est peut-être parce que je lis beaucoup de seinen et de shonen en ce moment, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les dessins des shoujo actuellement. Ça me fait du bien d'être dans des choses un peu plus rondes, un peu plus douces, je trouve ça agréable. Et donc un manga que j'avais arrêté mais que je souhaite reprendre parce que finalement je m'étais procuré la suite des tomes et que j'aime bien malgré la thématique qui est quand même problématique et dérangeante, c'est Une touche de bleu. Donc on suit une jeune fille donc on suit Ruriko qui souffre je ne vais pas me rappeler le nom, mais elle souffre d'une maladie qui fait que donc elle a une espèce de tache bleue autour de son œil. La même année, enfin en tout cas l'année où on la découvre, nous, elle est au collège et fin de collège, et donc un nouvel enseignant arrive, et cet enseignant est c'est confus. Cet enseignant, il souffre lui d'une pathologie qui entraîne le fait qu'il ne parvient pas à reconnaître les visages. Et pourtant, Ruriko va échapper à cette règle, donc va naître entre eux nécessairement une relation assez particulière, puisque il s'agit de la seule personne qu'il arrive à percevoir, à reconnaître, tout simplement. C'était confus, je suis désolée. Je continue et je termine donc les réceptions manga avec l'adaptation en couleur de Dragon Ball avec ce tome 5. Alors vraiment, je trouve ça top de les avoir en couleur. Surtout que, on a gardé des couleurs un petit peu punchy de l'adaptation en animé. Je trouve ça chouette. Voilà. Il me manque toujours les tomes 1 et 2. Donc j'ai envoyé un message à Glénat. Si je les reçois pas, je vais me les procurer parce que j'ai bien envie de les relire quand même. Même si en ce moment, vous allez le voir, je suis un petit peu noyée sous les mangas. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec la suite des mangas que j'ai achetés, reçus ou qu'on m'a offert. Je vais commencer très rapidement avec le tome 7 de Naruto dans l'édition Hokage. Je ne vous en dis pas plus, je vous l'ai déjà présenté je crois 2-3 fois. Donc on est sur ces fameuses éditions qui sont des éditions dites de luxe. Elles coûtent 15,50 € le tome. Vous avez deux tomes à l'intérieur. Ce qui est pratique et ce qui est sympathique, c'est que les dessins sont beaucoup plus grands, donc au niveau des scènes de combat, nettement, le confort de lecture est nettement supérieur. La qualité, l'expérience de la découverte de l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est, je trouve, sensationnelle, bien plus que sur le manga en petit format. Moi j'avais fait l'expérience sur le manga en petit format, même si je n'avais pas tout lu. Je trouve que voilà, cette édition, c'est vraiment un bel hommage à ce manga emblématique, et honnêtement si vous êtes tenté de le découvrir sous format papier actuellement, foncez sur les éditions Hokage parce que vous pouvez les trouver d'occasion pour finalement assez peu cher, et si vous ne les trouvez pas d'occasion, 15,50 €, ça vous fait approximativement le prix de 2 tomes, donc finalement vous vous y retrouvez d'un point de vue financier. Alors je vais continuer avec, par contre il faut que je les mette dans l'ordre, alors attendez, j'arrive tout de suite. Donc c'est bon, je les ai dans l'ordre. Donc comme je vous le disais, j'avais le 0, le 1, le 2, le 4 et le 6 peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Bref, j'en avais quelques-uns, mais c'était un petit peu l'anarchie. Voilà, donc ils sont là. Je pense que vous les connaissez. Je ne vais pas non plus... Après, je peux tous vous les montrer, hein, c'est pas un problème. Donc le tome 0 qui a été adapté en film. Je crois que le film est sorti en janvier cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Tome 0 qui finalement
pose des bases, explique un petit peu les origines de certains des personnages, notamment de Geto et de Gojo. Voilà. Ensuite, on a donc tome 1, classique, tome 2, tome 3, tome 4. Bref, je ne vais pas tous vous les faire. Je me suis arrêtée ici au tome... Alors, on repart au tome 8, parce que le tome 8, c'est la fin de la saison 1, et je voulais lire jusqu'à la fin de la saison 1. Donc, le tome 0 pour le film, et les 8 premiers pour la saison 1. Donc, la saison 3, elle est censée sortir peut-être janvier 2025, je ne sais plus. Donc dans pas si longtemps que ça, là je suis en train de voir la saison 2, mais je voulais d'abord terminer, faire la lecture de ces 8-9 premiers tomes en comptant le 0. C'est vrai que c'est une saga que j'adore, je trouve que l'anime est top. J'avais commencé la lecture avec les tomes 0, 1, 2 du coup. Non, j'ai pas lu le tome 0, j'ai lu 1, 2, 3. Ouais, il me semble. Je les avais revendus entre temps, je les avais rachetés parce que je les avais trouvés d'occasion. Sur les mangas, tout ce que je vous présente, quasiment tout ce que je vous présente est d'occasion, sauf les sagas que je vous préciserai, qui sont, il y en a 2 en fait. Il y a Les Liens du Sang, dont je vous ai déjà parlé aussi sur la chaîne, et Bunny Poon Poon, qui sont 2 sagas que j'ai découvert cette année, que j'ai adoré, donc j'ai absolument voulu acheter les tomes dès que je l'ai pu. Donc le dès que je l'ai pu, c'est traduit par le fait de ne pas nécessairement les trouver d'occasion. Donc, alors après ce sont des sagas qui ne sont pas, elles sont longues, mais elles ne sont pas si longues que ça. Bunny Poon Poon c'est 13 tomes, et Les Liens du Sang pour l'instant il y en a 15. Le 16e va sortir là le 14 ou le 15 septembre, d'ailleurs il faut que je le précommande. Mais sur les sagas je dirais plus emblématiques, dont les gros shonen ou les gros seinen bien vendus, bien connus, je les trouve d'occasion hyper facilement, donc la question ne se pose même pas. Le budget n'est pas du tout le même que si j'achetais les tomes 9. Je pourrais pas déjà, je vous le dis tout de suite. Je fais le sacrifice pour les éditions Okage de Naruto quand vraiment je ne trouve pas. Mais même le tome 7 là, vous voyez, je l'ai trouvé sur Vinted et je l'ai payé je crois 7 €. Avec les frais de port il m'est revenu à 10 €. Bref, c'est toujours assez onéreux. Mais nettement moins que si vous achetez tout neuf finalement, surtout que vous savez que sur Vinted, si vous faites des lots, les frais de port n'augmentent pas forcément parce que les gens arrivent à trouver des solutions. Ou alors vous avez des réductions si vous prenez plusieurs articles. Bref, il y a tout un tas de possibilités. Il y a les vides-greniers, il y a... Personnellement, je vais chez Easy Cash, je vais en bouquinerie, donc dans diverses villes. J'ai la chance que, on va quand même souvent à Montpellier ou à Clermont-Ferrand, donc des endroits où des librairies d'occasion. Il y en a quand même quelques-unes. Voilà, c'est ce qui permet vraiment de... J'ai dit beaucoup, voilà. C'est ce qui permet donc de compléter ces sagas qui sont assez longues et aussi, d'acheter régulièrement des mangas, actuellement en tout cas, malgré le coût initial qui est quand même assez important. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais puisque je vous en parlais, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à l'auteur, puisque je vais recevoir dans pas longtemps Les Fleurs du Mal, qui est donc une autre de ces sagas. Il s'agit des Liens du Sang, donc j'ai pris les tomes 12, 13, 14, 15. J'avais déjà tout lu jusqu'au 11, je les ai reçus, je les ai lus dans la foulée. C'est une série que je trouve incroyable. Je trouve ça tellement dommage qu'on n'en entende pas plus parler. Alors c'est extrêmement dérangeant. On est dans une espèce de thriller psychologique au sein d'un milieu familial. On parle beaucoup de santé mentale, mais on parle surtout du rapport mère-fils, fils-mère qui est complètement malsain. Je ne vois pas comment le dire différemment. Tellement malsain que... Ça donne des frissons par moment. Nous en tant que lecteurs, on se sent vraiment séquestrés, on se sent claustrophobe parce qu'on a ces 2 protagonistes qui... On ne sait jamais vraiment s'ils jouent, s'ils sont sincères. C'est très dérangeant, et comme on a cette figure de l'enfant qui à la base est placée comme quelque chose de pur, de candide, de doux, de sage, de respectueux, nécessairement de voir cette position remise en question et de nous interroger sur la position de l'enfant, c'est très très étonnant. Bref, Les Liens du Sang, c'est super, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Comme je vous le disais, je pense que le book haul n'est pas le lieu approprié, d'autant que j'essaye de faire bref d'une part, mais aussi de ne pas être dans une exposition trop aride de certains propos, de certaines analyses d'ouvrages, parce que ce n'est pas le lieu. Mais en tout cas, Les Liens du Sang, mais
une merveille. Et l'autre merveille dont je vous parle et que je suis en train de découvrir, il me reste un tome là, donc il faudra que je commande la suite, c'est Bonnie Poon Poon qui se termine donc en 13 tomes. Je crois que la première fois je l'ai vu passer sur Glyph si je me rappelle bien. Ensuite j'avais vu, je crois que c'était le chef otaku qui avait fait une vidéo dessus il y a des années et des années. Et c'est vrai que ces couvertures extrêmement colorées m'avaient tapé à l'œil à plusieurs reprises, mais je n'achetais pas peu de mangas parce que je n'avais pas l'espace ni le budget. Chez Gilbert Joseph, je suis tombée sur 4 ou 5 tomes en occasion, les autres je les ai achetés 9, bon, sachant que j'ai acheté 7 tomes, hein, j'en ai lu 6, il me reste donc le 7ème que j'allais commencer juste avant de vous prendre pour ce book haul. C'est une saga que je trouve pareil vraiment incroyable pour toutes les personnes qui disent je n'aime pas les mangas. Essayez Bonnie Poon Poon ou essayez les liens du sang, parce qu'on est sur des choses qui sont tellement marginales, qui se placent tellement à une extrémité radicale de la production artistique, bien au-delà de la question du manga, du graphique, de la philosophie, de la littérature. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Ici on est dans une espèce de tranche de vie, on suit Poon Poon qui est donc un petit garçon, initialement un petit garçon, qui est illustré de façon extrêmement minimaliste, puisque, je vais vous le montrer, il est illustré sous forme d'un petit oiseau qui est juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, comparativement aux détails apportés à l'illustration des autres personnages, Poon Poon est vraiment présenté comme le personnage minimaliste. Pourtant, nous sommes plongés dans son existence qui n'a rien d'idyllique. On parle ici de violence conjugale, on parle aussi de violence envers les enfants, on parle du premier amour, on parle de deuil, on parle de maladie, on parle d'énormément de sujets. Et tout ça, c'est fait avec des traits qui sont vraiment incroyablement beaux. Je vous laisse regarder un petit peu. Il y a personnellement, alors peut-être que je fais le lien parce qu'en ce moment je lis les deux sagas et que je les affectionne tout autant l'une que l'autre pour des raisons différentes. Je trouve qu'on a ce côté un petit peu des liens du sang avec des dessins qui sont très profonds, des protagonistes qui sont très marqués dans leurs émotions. Vraiment pour moi c'est des mangaka qui sont brillants, qui ont des qualités remarquables. Et au-delà donc de cette tranche de vie qui pourrait nous paraître étrangère, qui pourrait n'être qu'une énième histoire, on a des interrogations qui sont nettement plus philosophiques, je dirais, ou tout du moins si elles ne sont pas nettement plus métaphysiques. Ces questionnements auxquels on passe tous à certains âges, notamment à l'adolescence, sur le sens de la vie, sur les rapports à la famille, sur les devoirs, la morale, notre place dans la société, bref. Bonnie Poon Poon, c'est tout ça et bien plus encore. C'est beaucoup d'émotions aussi parce que je pense qu'au-delà de la rationalité dans ce manga, on trouve beaucoup d'émotions. Je peux que vous encourager à découvrir ces deux sagas dont je vous parlerai plus en détail, que ce soit en point lecture ou pour les liens du sang dans une vidéo dédiée, mais je pense que pour Bonnie Poon Poon aussi. Je pense d'ailleurs, je sais pas, faire un format du type je n'aime pas les mangas, mais parce que véritablement c'est ça. Pour moi, ce sont des œuvres que tout le monde peut aimer. Quelqu'un qui ne consomme pas du manga peut tout à fait apprécier ces deux œuvres-là. Même s'il n'aime pas Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, Shingeki no Kyojin, donc SNK. Enfin bref, toutes les grosses... les gros bangers de ces dernières années, et plus encore, puisque Naruto One Piece, je pense qu'on peut parler de classique à ce niveau-là, largement. SNK aussi d'ailleurs. Mais même Death Note, même si vous n'avez pas aimé les choses que la plupart des personnes considèrent comme des chefs-d'œuvre en manga, franchement, je pense que ça vous pouvez aimer. Voilà, simplement, je vous donne mon avis. Alors, j'ai presque fini avec les mangas. Your Name, mais donc Another Side Earthbound, c'est ça? Oui, les tomes 1 et 2. J'avais trouvé le 2 d'occasion. J'ai trouvé le 1 d'occasion aussi, mais chez Gilbert Joseph. Donc voilà, l'occasion de continuer. Alors, ce sont les Your Name qui sont parus il y a 2 ans, puisque la saga initiale, elle a quand même quelques années. Vous avez eu l'adaptation cinématographique aussi, qui était incroyable, qui est donc par le même réalisateur que Tsuzume, si vous l'avez vu, qui est sorti l'année dernière. Et c'est vrai que moi j'avais adoré Your Name, j'adore l'OST que je trouve formidable, mais j'adore l'histoire aussi, donc vraiment impatiente de lire ces 2 petits tomes là. Je ne sais pas vraiment à quoi ils correspondent, je ne me suis pas renseignée parce que je voulais me garder la surprise. Ensuite... j'ai trouvé d'occasion aussi les 2 premiers tomes d'Hell's Paradise. C'est une relecture puisque c'est une saga que j'ai lue lors de sa sortie chez Kazé.
Alors Kazé qui est devenu Crunchyroll, il me semble, en maison d'édition. J'irai vérifier l'information, mais il me semble que les 3 premiers tomes de Hell's Paradise sont sortis lorsque Crunchyroll était encore Kazé. Et qu'ensuite donc Crunchyroll a racheté tout à la fois la programmation d'animation et les mangas. Mais Hell's Paradise, c'était vraiment un début de saga que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais reçu les 3 premiers tomes de la part de Kazé, et ensuite mon partenariat s'est arrêté à partir du moment où c'est passé chez Crunchyroll. J'avais continué jusqu'au 4 ou au 5, mais même problème, la place, le temps de lecture qui était trop infime comparativement au coût d'achat du manga, donc j'avais arrêté ma lecture. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je suis contente de reprendre. Ensuite, toujours d'occasion, j'ai trouvé les 5 premiers tomes de Dan Dadan, qui, j'adore ce nom, qui est donc un manga publié chez Crunchyroll, qui donc a racheté Kazé. Je vous refais pas l'historique. Et j'adore l'histoire de base, figurez-vous, je la trouve super intrigante. Donc on suit Momo Ayase et Ken Takakura, qui sont 2 lycéens que tout oppose, tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté. Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Voilà, ça avait l'air top. Vraiment, je suis trop curieuse de le découvrir. Ça a l'air complètement barré. Mais voilà, ça me parlait vraiment. Ensuite, beaucoup plus classique, et vous allez voir que... là, je suis sur la fin sur les mangas. Il me reste que... les Berserk qui sont là, et je vous montre juste après, mais il m'en reste que 2. Je suis désolée, d'ailleurs, c'était un petit peu long. J'aurais peut-être dû mettre les mangas à la fin parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse pas, mais au moins vous avez entendu parler de Bonnie Poon Poon et les liens du sang. Berserk, donc grand classique que je n'ai jamais lu. Donc Kentaro Miura, vous en avez peut-être sûrement entendu parler parce qu'il est mort il y a 3 ans, je crois. Et lorsqu'il est décédé, c'est un monument du manga qui s'est éteint. L'histoire a été reprise par un de ses meilleurs amis, ou de ses amis tout du moins, à qui il confiait finalement toutes les avancées à venir de ses protagonistes, mais aussi de son intrigue. C'est ce qui fait qu'on a eu le tome 42 de Berserk récemment. Voilà, moi je suis curieuse de découvrir l'histoire en format papier parce que je trouve que l'animé est éclaté. Et je n'ai pas forcé, j'avoue que j'avais commencé mais je n'ai pas forcé. Comme on est dans de la dark fantasy, c'est pour un public quand même assez averti, et au niveau des illustrations, on est sur quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde. Parce que alors en plus là je suis sur les premiers tomes, mais comme vous pouvez le voir, on est sur c'est très vulgaire de dire ça, mais en même temps je ne vois pas comment être plus précise. On est sur du manga à l'ancienne au niveau du trait, et je sais que certaines personnes sont assez réticentes à l'idée de se plonger dans ce type de titre, justement parce que les illustrations ne parviennent pas à les convaincre. Voilà, en l'occurrence moi l'histoire de Berserk elle me parle beaucoup, donc j'ai très envie de la découvrir de façon beaucoup plus poussée avec le manga. Et je termine avec, alors là pour le coup j'ai eu de la chance, chez Easy Cash j'ai trouvé... Alors je les ai déjà lus, vraiment, je les ai déjà lus en plus dans les éditions Colossales, puisque j'avais un de mes très bons amis quand j'étais à Montpellier qui avait toute la collection. Dès qu'il en achetait un, je lui piquais. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous pouvez retrouver, je crois, que toutes les chroniques jusqu'au tome peut-être 7-8 sur mon compte Instagram. Donc les tomes 1, 2 et 3 de l'Attaque des Titans. Donc SNK dans les éditions Colossales. Alors les éditions Colossales, elles font, je crois, 3 tomes du manga originel. Mais alors, je vous montre les planches. Alors, je pars du tome 1 pour ne pas prendre le risque de vous spoiler. Et j'essaie de ne pas prendre quelque chose de trop traumatisant non plus. Mais franchement, le travail éditorial sur SNK dans les éditions Colossales, franchement, il est incroyable. Vraiment incroyable. Enfin, vraiment, je vous laisse voir. Mais c'est-à-dire qu'à côté, je trouve que... Si, encore les éditions Okage de Naruto ça va, mais alors les dernières que j'ai de Demon Slayer là qui sont sorties chez Panini cette fois, je les trouve... Alors les dessins sont superbes, clairement, mais alors je les trouve pas du tout qualitatifs comparativement à celle-là. Là vous pouvez ouvrir la jaquette, vous pouvez tourner les pages sans avoir peur de casser le dos. Vous pouvez vraiment... vos pages sont un petit peu lustrées, un petit peu brillantes, donc il y a comme une espèce de film protecteur sur vos pages, enfin ils sont hyper qualitatifs.
Et voilà, enfin là c'est pareil, grand classique du manga. Bref, maintenant je passe au roman. Alors il n'y en a pas tant que ça, au roman et aux essais. Il n'y en a pas tant que ça, donc rassurez-vous, ça va aller vite. Donc je suis tombée alors à Clermont, donc d'occasion, trop bien, parce que c'est le seul qui me manquait en grand format. Trembler encore de Max Kais, qui est donc un recueil dans lequel vous avez donc Max Kais, qui est un youtubeur true crime, qui prend 10 histoires qu'il n'a pas exposées, explicitées sur sa chaîne, et qui les raconte ici donc sous forme de récits. J'avais adoré le premier volume parce que je l'avais fait en audio, c'était top. Mais c'est vrai que si vous le faites en papier, l'avantage c'est que vous avez les illustrations qui sont donc faites par les mêmes illustrateurs que ceux choisis pour illustrer les HVF, donc le format classique de Max Kais. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait de façon générale. Enfin, je suis vraiment impressionnée par la quantité de travail qu'il abat. Récemment, je viens de voir qu'il prévoyait de sortir une revue consacrée au true crime. Je ne sais pas comment il trouve le temps de travailler autant, mais tout ce qu'il fait, enfin la plupart en tout cas de ce qu'il produit, je trouve que c'est très qualitatif. Voilà, donc je suis plutôt contente d'être tombée dessus. Je continue avec... alors je vais partir dans tout ce qui est horrifique du coup tant qu'à faire pour que ce soit réglé. Je reviens. Voilà, donc on va faire tout ce qui est sur l'horreur, en sachant que sur l'horreur j'ai des essais aussi, ce qui est assez surprenant. Ensuite je passerai au classique et ensuite je ferai le reste, quoi. Voilà, je sais pas comment mieux le dire, mais le reste. En sachant que le reste, il n'y a pas grand chose. Donc je commence avec la philosophie du cinéma d'horreur d'Olivia Chevalier-Chandaigne, Effroi, éthique et beauté. Donc c'est un ouvrage comme ceci. J'imagine que c'est une thèse, puisque Olivia Chevalier-Chandaigne, elle est docteure attachée à l'université Paris-Ouest et professeure de philosophie à Prépa-Sup. Elle est spécialiste de la théorie de la connaissance à l'âge classique de Descartes et s'intéresse au devenir de la rationalité scientifique au XXe siècle. Ce livre sur le cinéma d'horreur vient matérialiser son intérêt pour les limites de la raison. Voilà. Donc ça a l'air super intéressant et assez exigeant aussi. Je suis très très intéressée par le fait d'en découvrir plus. Ensuite, en essai, j'ai plus rien sur le cinéma, non, sur l'horrifique, j'ai plus rien. Je vais vous présenter des titres complètement obscurs que je n'avais jamais vus et qui sont, voilà, que j'ai croisés chez Gilbert Joseph. Donc c'était il y a un moment, ça devait être début août. Le premier, c'est L'ombre de Stephen Lloyd Jones, publié chez Super 8. Super 8, c'est la maison d'édition qui à une époque avait publié un ouvrage qui parlait... je crois que c'était d'un couple qui errait dans l'espace et l'idée était super novatrice. Je vous mettrai juste là la couverture, je me souviens plus du titre, mais alors c'était vraiment très particulier et je pense que là ça va être dans cette veine là. J'ai failli ne pas le prendre parce que à la lecture je trouvais que ça faisait très thriller et pas trop horreur, et vous savez que le thriller et moi on n'est pas forcément copains. Mais je me suis dit, je vais tenter quand même. Elle fuit, elle est terrifiée. À l'arrière de la voiture, sa fille de 7 ans dort paisiblement sur le siège passager. Son mari se vide de son sang. Lorsqu'elle arrive de nuit à Linguir, une maison de campagne perdue dans les montagnes arides du pays de Galles, Anna Wilde sait que plus rien ne sera jamais comme avant. Sa mère est morte, son père a peut-être subi un destin pire encore, et l'implacable prédateur qui s'attaque à sa famille est désormais à ses trousses. Dans le coffre de sa voiture, une liasse de carnets noircis par divers protagonistes à de multiples époques, dans des langues différentes. Tous évoquent le même sujet. Une ombre, un tueur dénommé Jacob, capable de revêtir à la perfection l'identité de n'importe qui. Il y avait un petit côté de l'Outsider de Stephen King, j'aime bien, du coup. J'espère que c'est dans l'Outsider d'ailleurs, parce que comme j'ai lu seulement une nouvelle concernant l'Outsider, mais que je n'ai pas lu l'Outsider, peut-être que je me trompe. Oh, qu'est-ce que c'est décousu aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Donc, La forêt de Lucas Tatiez. Vous savez que sur les book hauls, je ne me force pas, enfin en tout cas je ne m'impose pas. D'ailleurs c'est pour ça aussi que je les filme à des horaires complètement aléatoires et sans forcément être très exigeante avec moi-même. Pour moi ce sont des vidéos un petit peu doudou qui me permettent derrière de ranger ma bibliothèque. Donc en aucun cas je ne souhaite voir ces vidéos comme un exercice de style, mais je reconnais que là par contre c'est un petit peu décousu. Donc vraiment désolée, et je sais que je m'excuse tout le temps, mais désolée encore, voilà. Donc La forêt de Lucas
Azim, publié chez Inceptio, qui est une maison d'édition que je ne connais pas beaucoup. Mais j'étais intriguée. 1958, lors d'une sortie scolaire, 7 adolescents s'égarent en forêt et se réfugient dans une cabane abandonnée au centre d'une clairière. Très vite, ils comprennent que toute tentative de fuite les ramène systématiquement à leur point de départ. Un constat s'impose, ils sont prisonniers. Et de tous les dangers qui les guettent, le pire n'est peut-être pas cette chose qui rôde la nuit. J'ai presque cru que c'était de la jeunesse, parce qu'au niveau du synopsis, on avait quelque chose de je trouve que finalement assez commun en jeunesse, très peu, enfin, moins commun tout du moins en roman horreur adulte, mais voilà, je pensais que c'était adolescent, et finalement, compte tenu de la police d'écriture, de la densité du texte et de sa longueur, je ne pense pas qu'on soit sur quelque chose de très jeunesse. Le prochain, alors là ça a été... alors il y en a deux là qui sont arrivés de façon un petit peu inopinée. Le premier c'est celui-là. Franchement, je l'ai vu, j'ai dit bon bah voilà, forcément j'ai envie de le prendre. Donc le téléphone carnivore de Joe Nesbo, publié chez les éditions Gallimard, avec donc cette superbe dust jacket. Donc, derrière vous avez cette collection là, et je pense que la collection vous la connaissez. Moi personnellement, lorsque j'ai acheté l'ouvrage, je me suis dit c'est complètement fou, Gallimard a créé une collection dédiée à l'horreur. Pas du tout, c'est série noire, donc c'est l'équivalent de leur collection thriller en gros, ou policier. Mais celui-là ce n'est pas un policier, et alors là, pour le coup, ça sent Stephen King, je vous le dis. Un ado étrange, un autre qui disparaît aspiré par le cabinet d'une cabine téléphonique à l'orée de la forêt. Qui, pour croire une fable pareille, hormis la mystérieuse Karen, et pourtant, si le téléphone sonne, répondrez-vous à l'appel. Voilà, je vous en dis pas plus. Moi je trouve qu'il a l'air top, et vraiment je sais que bon voilà, il faut pas s'attarder trop sur la dimension esthétique des couvertures, etc. Mais j'adore, je trouve ça trop bien. On dirait vraiment la couverture, enfin vraiment l'affiche d'un film des années 80, 70-80 d'horreur. J'aime bien, je trouve que c'est très réussi. Ensuite, alors quelque chose de très étonnant, pareil, qui m'avait été proposé par Glyph, et comme je suis tombée dessus chez Gibert, j'ai dit bah pourquoi pas. Donc c'est publié chez La Talente, c'est un tout petit ouvrage qui s'appelle Le démon de Maître Prosper de K.J. Parker. Et alors là, je ne sais pas à quoi m'attendre puisqu'on est dans le rayon horrifique, mais de ce que j'ai cru comprendre, on est beaucoup on est dans une espèce de satire, un roman noir. Donc je crois que vous n'allez pas beaucoup m'aimer. Je fais des choses terribles à mes ennemis, à mes alliés, à moi-même. Dans la manœuvre, je sauve bon nombre d'inconnus, entre 5 et 10 par semaine, du pire sort qui puisse frapper un être humain. J'aimerais dire que je me comporte ainsi parce que je fais partie des gentils, mais vous me perceriez aussitôt à jour. Alors ça c'était la citation. Ensuite, Oura, la grande duchesse d'Essen, attend un fils. Quel dommage que le petit soit déjà possédé par un démon. Donc on nous dit un humour aussi acerbe que son narrateur, un génie à la Léonard de Vinci et Machiavel, un exorciste sans cœur, tout ce qu'il faut pour un roman aussi malin que jouissif. C'est extrêmement bref, vraiment extrêmement bref. Je le rajoute près peut-être à ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais alors vraiment, je vous lis la comparaison, enfin en tout cas je vous lis les rapprochements que le New York Times a opéré entre... pour décrire cet ouvrage, donc comme si Deadpool s'était glissé dans le corps du sorceleur Geralt de Rive. Je me dis bah pourquoi pas, hein, soyons fous, il faut être audacieux. Je termine avec un classique de l'horreur, donc La Maison des damnés de Richard Matheson, qui m'intrigue depuis très très longtemps. Et j'aime bien voilà cette histoire-là, on est dans un manoir hanté, il y a une espèce d'enquête avec des phénomènes paranormaux qui se produisent. C'est simple, pour moi c'est efficace en tout cas. Je n'aime pas beaucoup lire pourtant sur le surnaturel. J'aime quand même mieux les histoires... j'aime beaucoup les slashers en fait de façon générale en récit horrifique. Mais c'est vrai que là je suis curieuse, et j'en suis curieuse depuis très très longtemps. Donc comme je l'ai trouvé d'occasion, pareil, j'ai sauté le pas. Ouais, j'ai terminé avec l'horreur. Je passe à de la littérature un peu plus classique, ou dans la... il y a un petit peu de tout. Je vais quand même continuer avec l'imaginaire. Il me reste un livre. Je crois qu'il me reste qu'un livre sur l'imaginaire, oui. Les oiseaux du temps d'Amal El Motar et Max Gladstone, qui est donc un ouvrage écrit à 4 mains. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous le présenter, parce que c'est quand même un ouvrage qu'on a retrouvé dans beaucoup de sélections pour... des coups de cœur de l'année passée, ou même des coups de cœur de cette année là, au niveau quand on est arrivé au bilan de mi-année. C'est un ouvrage, il me semble, épistolaire, donc on a un échange de lettres entre deux protagonistes, et il me semble que ce sont deux femmes qui sont de tribus opposées. On est dans un univers de science-fiction, et donc on parle de guerre et d'amour en ayant donc cette forme épistolaire. Je pense que ça va être très sympathique.
Ensuite, pour poursuivre alors quand j'ai lu L'année de la pensée magique de Joanne Didion, donc c'était il y a peu, je ne pense pas que la lecture sera déjà disponible sur la chaîne, je l'ai lu en tout cas. L'année de la pensée magique, c'est donc le récit de Joanne Didion qui perd son mari d'une crise cardiaque, ça arrive subitement dans leur salon, et elle se retrouve complètement démunie puisqu'elle est dans une scène de la vie quotidienne, et un élément complètement inattendu et tragique se produit sous ses yeux, et en l'espace de quelques secondes, sa vie est complètement bouleversée. Ce que je ne savais pas en revanche, et d'ailleurs je suis curieuse de ne pas avoir entendu parler de ce titre-là, c'est que 2 ans, 1 an et demi après la perte de son mari, Joanne Didion perd sa fille. Et on suit déjà cette fille malade dans L'année de la pensée magique. Le roman qui parle de la perte de sa fille, c'est donc Le bleu de la nuit. Et ici, donc, on va avoir ce récit donc, de Joanne Didion, qui est donc journaliste, autrice, qui va donc perdre Quintana, qui est sa fille, finalement, mais sa fille adoptive. Et je sais pas, enfin... Je pense qu'il va être lu rapidement pour la simple et bonne raison que, honnêtement, en lisant L'année de la pensée magique, on a envie d'être au plus près de Joanne Didion, de comprendre ce qui se passe, etc., etc. Et moi, je suis tombée complètement par hasard sur la page Wikipédia de Quintana, puisque j'étais en train de farfouiller un petit peu sur comment je pouvais parler plus en profondeur de L'année de la pensée magique, en passant par des choses... on est obligé de passer par des choses plus, je dirais, communes, telles que les éléments... biographique, etc., etc. Et en fait, je suis tombée sur la page de Quintana, je suis allée regarder un petit peu ce qu'elle faisait aujourd'hui. Et en fait, il s'avère qu'elle était décédée donc 1 an et demi après son père. Voilà, donc c'est ce double deuil. Là, je pense que pour le coup, Joanne Didion doit aborder le double deuil. C'est déjà ce qu'elle fait dans L'année de la pensée magique, puisque Quintana, à ce moment-là, est hospitalisée. Elle est dans le coma, puisqu'elle a une pneumonie qui s'est aggravée, donc une infection généralisée des poumons. Et donc on suit tout à la fois le combat de cette mère qui voit sa fille malade et en train de mourir, et donc la femme qui perd son époux. Donc c'est vraiment déjà compliqué et très difficile à lire, très intense. Donc voilà, je voulais lire Le bleu de la nuit. Oh, je suis désolée, franchement, l'histoire de Joanne Didion m'a tellement affectée en fait quand je l'ai découverte que... je suis troublée lorsque j'en parle. La maison dans l'impasse de Maria Messina, qui est un ouvrage italien. La thématique m'intéressait beaucoup, ça m'a été suggéré par Glyph également. D'ailleurs, je tiens à dire que vraiment, si vous n'avez pas Glyph, que vous cherchez des ouvrages qui vous plaisent, où il y a une espèce de base de données qui se constitue petit à petit en fonction des ouvrages que vous marquez et comme aimez. Et les suggestions sont pas mal quand même. Donc ici on suit Nicoletta et Antonietta qui vivent sous le même toit depuis le mariage de cette dernière avec Don Lucio. Les 2 sœurs extrêmement proches mènent une existence de quasi-recluse au service permanent du maître de la maison. La présence d'Alessio, le fils aîné hypersensible et faisant preuve d'une insatiable curiosité, illumine quelque peu leur quotidien, jusqu'à ce qu'un événement vienne ternir leur relation, bouleversant pour longtemps le précaire équilibre domestique qui s'était institué. Dans ce huis clos bouleversant, la grande Maria Messina, injustement oubliée, témoigne de manière saisissante de la condition des femmes siciliennes dans les années 1900 et dévoile les hypocrisies et les fausses convenances de la société de l'époque. Je pense que j'ai tout dit. Ça a l'air très intéressant et donc on parle donc de cette servitude des femmes dans la vie domestique. Ça a l'air très intéressant. Alors, celui-ci je l'ai pris parce que je l'ai trouvé d'occasion aussi, Le médecin de campagne de Balzac. Je ne vais pas plus m'étendre, c'est un des titres qui appartiennent à la comédie humaine. J'en entends beaucoup de bien du médecin de campagne et voilà, dans la mesure où j'envisage à terme de lire... j'envisage à terme de lire tout Balzac. Non, je vais être honnête, je ne pense pas y arriver. Donc je vais dire que dans l'idéal, si ma vie pouvait s'étendre bien longtemps, j'aimerais effectivement faire la lecture d'une bonne partie de la comédie humaine. Ensuite, Les rêveries du promeneur solitaire, que j'étais persuadée d'avoir et que j'ai eu fut un temps, mais que j'ai dû prêter puisque je ne le trouve plus. Récemment, j'ai lu Les souffrances du jeune Werther dans le cadre donc du Pumpkin Autumn Challenge. Je me suis rendu compte que j'aimerais bien faire une vidéo sur le romantisme, tout simplement les origines du mouvement littéraire du romantisme, et pourquoi pas lancer une série de vidéos sur la question des mouvements littéraires. J'ai des millions de projets vidéo. Le problème, c'est que je travaille et que donc je n'ai pas le temps de les filmer. J'ai toutefois bien entamé cette vidéo sur les souffrances du jeune Werther. L'avantage des rêveries du promeneur solitaire, c'est que je les ai déjà lues.
Mais aussi, alors je vais les relire de toute façon, c'est que les rêveries peuvent être, enfin les promenades de Rousseau peuvent être prises séparément. Donc voilà, ça permet quand même, je peux avancer un petit peu la vidéo sur Goethe, et dans le même temps lire voilà, une promenade par-ci par-là de Rousseau pour poursuivre cette, je dirais, cette interprétation française du mouvement romantique qui a quand même de bonnes grosses racines dans la littérature allemande. Et je termine avec, et ça va couper, je vais devoir changer la batterie. Donc comme je vous le disais, je n'avais plus de batterie. Je suis désolée aussi si vous entendez du bruit, j'ai mes voisins qui font beaucoup de bruit. Comme je vous le disais, je n'avais plus de batterie, je suis désolée, donc je termine avec Manga Philo. Je vous assure, c'est le dernier livre du book haul de Gatsu Sensei. Donc toute la philosophie révélée par le manga. Apparemment c'est un TikToker, dont je ne le connais pas, je n'ai pas TikTok. Et enfin, fut un temps où j'avais TikTok, mais cette période est révolue. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Je sais que pas mal de choses ont été reprochées à cet ouvrage, notamment le fait que justement on soit beaucoup plus axé sur la philosophie que sur le manga. Mais franchement, moi j'étais curieuse. Et comme je trouve ça plutôt cool, ce format-là finalement qui est, je dirais, assez introductif. Là par exemple, on a la justice dans Death Note et One Piece. Franchement, je suis trop curieuse de savoir ce qui peut en être dit, de quelle façon, etc. etc. Surtout que, bon, il y a la volonté, et c'est explicite, hein, c'est dit en 4e, de s'émanciper un petit peu voilà, des penseurs classiques, donc de Platon, Nietzsche, les noms qui sont derrière, c'est Platon et Nietzsche, hein, mais Kant, bref, Hegel, toutes les pensées très rigoristes, je dirais, d'histoire de la philosophie, et d'illustrer ça un petit peu par le manga. Alors pour le coup je l'ai feuilleté, c'est pas tout à fait vrai de dire ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de références, je crois qu'il y a Hobbes à un moment, en plus franchement parfois ce sont des philosophes qui ne sont pas, je dirais, les plus connus, les plus communs, les plus courants que vous pouvez rencontrer, que ce soit dans des études de philosophie ou même ne serait-ce qu'en terminale. Et après c'est chouette, franchement je trouve ça chouette, honnêtement, par exemple on a toute une partie sur l'utilitarisme, je trouve ça trop chouette, vraiment, mais j'ai pas regardé plus que ça, et voilà, juste j'en suis curieuse, et je trouvais que c'était amusant de se plonger dans un titre qui a abordé les choses de façon théorique, mais peut-être moins rigoriste qu'effectivement le font certains ouvrages, les ouvrages clés classiques. Quand vous allez au texte brut, voilà, je pense que ça peut être divertissant, mais que ça peut aussi être une bonne source de découverte, puisque je pense que c'est une expérience que vous faites aussi. Moi, ça m'arrive de lire des choses qui sont finalement considérées, conçues comme finalement moins intellectuelles que d'autres, mais qui vont me mettre la puce à l'oreille sur un sujet, sur une œuvre, sur je sais pas, un scénariste, un réalisateur, et je vais aller voilà, côtoyer un petit peu son œuvre pour la découvrir, mais l'élan initial viendra d'une œuvre finalement assez inattendue, donc voilà, c'est un petit peu ce que j'attends de ce titre-là. Bref, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres-là. Je suis super contente d'avoir tourné ce book haul, parce qu'il faut que vous imaginiez que tous les livres que je vous ai présentés là, ils étaient sur ma petite table de chevet, en train d'attendre d'être présentés, et ça fait... en fait c'est depuis... je saurais pas dire. J'ai commencé à entasser bien avant, mais qu'ils sont aussi nombreux, ça fait depuis le lundi de la rentrée, donc depuis une semaine et demie. J'espère encore une fois que ça vous a plu, je n'arrête pas de me répéter. N'hésitez pas à mettre un pouce en bas de la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt pour vous parler de mes lectures comme d'habitude.